physicien. Je suis physicien théoricien de formation première. Ça m'a amené à quelque chose de fabuleux qui est une aventure intellectuelle avec celui qui était mon patron, mon maître, appelez ça comme vous voulez, qui s'appelait Ilya Prigogine et qui a été prix Nobel en 77. Moi, je travaillais avec lui depuis 73. Avec toute cette physique de la complexité, toute cette nouvelle branche de la physique qui était à créer. Voilà. Donc ça, c'est mon parcours physicien qui a débouché sur des tas d'applications sur les systèmes complexes qu'on connaît bien, ne serait-ce que la société humaine, ce qui en soit déjà pas mal, l'économie humaine, ce qui en soit déjà pas mal non plus. Donc il y a beaucoup d'applications possibles. Donc ça, c'est le gros de mon travail. Ensuite, pour des raisons diverses et variées, Ilya Prigogine m'a vraiment encouragé à faire de la philo, essentiellement dans la philosophie et l'histoire des religions et des spiritualités. Et là, on commence à rejoindre la deuxième partie de la question. Pourquoi? Parce qu'on a découvert un truc très simple, c'est que depuis des milliers d'années, dans les traditions spirituelles, il y avait des visions de l'univers et des lois de l'univers que l'on pouvait rapatrier dans la physique théorique et dont on pouvait s'inspirer plutôt de réinventer bêtement l'eau chaude. Pardon? Entrée en maçonnerie? Et alors, l'entrée en maçonnerie, ça c'est 75. Donc c'est assez jeune. J'avais 22 ans quand je suis rentré. Parce que comme toujours, les rencontres, les amitiés et puis un parrainage fabuleux. Je suppose qu'on parlera du On parrainage. va parler du parrainage, oui. Un parrainage magique et quelqu'un qui m'a dit les choses qu'il fallait pour que je sorte du domaine de la philosophie des spiritualités pour rentrer dans la pratique de la spiritualité. Dernier parcours, l'édition. Oh, alors l'édition, ben, En 3 mots. L'édition en 3 mots. Je ne suis jamais parvenu à penser convenablement sans écrire. Donc j'écris depuis mes 14 ou 15 ans, mais sans jamais avoir pensé à être édité. Et puis la porte s'est ouverte et puis je suis maintenant à mon 96e bouquin. Pour moi, le parrain, c'est quelqu'un qui, dans le sens grec du terme, je trouve que c'est très beau ce mot-là, c'est un mystagogue. C'est celui qui conduit vers le mystère. Et le parrain, c'est pas quelqu'un qui initie, vu que c'est la loge qui initie, c'est pas le parrain. Mais le parrain est quelque part ce qui va être le ferment de cette démarche et qui va dire, vas-y, regarde, le chemin est là et bientôt il y a la porte. Alors tu la franchiras ou pas, tu franchiras le seuil ou pas, mais moi je suis là pour te dire qu'il y a la porte et qu'il y a le seuil, et je suis là pour te dire que c'est une très très bonne idée d'avancer vers la porte. Ok. Alors, dans votre chapitre 5, vous parlez des questions que le profane devrait se poser. Alors, je vous pose la question, quelles sont les 6 questions, puisque vous avez déclaré qu'il y en avait au moins 6, que le profane devrait se poser? On commence peut-être par les mauvaises questions. Si vraiment la motivation de quelqu'un, c'est « Ouais, mais j'ai bien envie de savoir ce que c'est que cette secte curieuse, j'ai bien envie de faire partie de ce complot judéo-maçonnique, j'ai bien envie d'être très curieux », il faut oublier tout ça. Il y a pas tout ça. Pas de curiosité. Oui, la curiosité, elle est épouvantable, me semble-t-il. En revanche, les questions appelons-le le profane, qui devrait se poser, oui. Que le profane devrait se poser, c'est de dire, mais dans le fond, c'est quoi l'essentiel pour moi? C'est quoi le cœur de ma vie? C'est quoi ma vocation? J'ai envie de faire quoi? J'ai envie d'avoir quel genre de rapport avec moi-même? Quel genre de rapport avec les autres? Quel genre de rapport avec le monde? Quel genre de rapport avec l'esprit, Dieu, la divinité, le grand tout, appelez ça comme vous voulez, ça n'a pas tellement d'importance. Quelles sont les valeurs éthiques qui vont permettre de construire une harmonie entre tout ça? Voilà, ça c'est des questions qui me paraissent essentielles, c'est de se dire, est-ce que j'ai envie ou pas de me poser ces questions? Et M. Carletto, permettez-moi d'être un tout petit peu agressif. Je pense que la majorité des êtres humains aujourd'hui n'ont pas du tout envie de se poser ce genre de questions. Bon, et donc, on parlera de l'aristocratie à la fin. Bon, ça va. Alors,
inversement ou parallèlement, parmi les questions, vous avez listé les questions que devrait se poser un par un. Alors, parmi ces questions, est-ce que le candidat recherche vraiment est prêt à faire une quête spirituelle? Est-ce qu'il est prêt à défendre la tradition? Est-ce qu'il a une pugnacité suffisante? Est-ce qu'il va accepter les symboles et est-ce qu'il va être capable de pratiquer des rituels? Si vous deviez hiérarchiser ces 5 questions par ordre d'importance, vous diriez quoi? C'est une question monstrueuse chez Carletto. Les 5 questions que devrait se poser le parrain, c'est est-ce que mon filleul fait une quête spirituelle? Est-ce que mon filleul sera prêt à défendre la tradition? Alors, voilà, parmi ces questions-là, que je vous ai listées tout à l'heure, je reprendrai s'il le fallait pour couper. A-t-il une quête spirituelle? Est-il prêt à défendre la tradition? A-t-il une pugnacité suffisante? Acceptera-t-il les symboles? Pourra-t-il pratiquer les rituels? Quelle hiérarchie vous donnez? Si, par exemple, parce que tous les filleuls ne sont pas, je dirais, du même niveau, on peut, avec tolérance, comprendre qu'un sera plus pugnace, l'autre sera plus dans la démarche de quête spirituelle. Pour vous, comment vous hiérarchisez ces qualités que vous essayez de détecter chez le filleul? Voilà, ma question est-elle plus précise? Elle est plus précise et terriblement pertinente. Il ne faut pas demander à être un initiable d'être initié. Donc, ça veut dire que si on parle de rituel, il ne sait pas bien ce que ça veut dire. Si on parle de tradition, il ne sait pas bien ce que ça veut dire. Si on parle d'initiation, probablement qu'il ne voit pas très, très bien ce que ça veut dire. En revanche, sa porosité à la symbolique, la porosité à voir ce qu'il y a derrière les choses, sa porosité à pouvoir comprendre que, pardon du mot un peu technique, mais que la vie, c'est aussi une herméneutique du monde et pas seulement la réception du monde, c'est de voir ce qu'il y a derrière, quel est le sens qui est derrière. Cette réception, cette sensibilité au symbole me paraît fondamentale parce que il peut pas y avoir d'initiation, il peut pas y avoir de sensibilité à la tradition, il peut pas y avoir tout le reste s'il n'y a pas d'abord cette sensibilité au monde symbolique, à la symbolique, au symbole. Mais parce que je termine juste avec un mot. Dans la réalité de la vie réelle, tout n'est que message, tout n'est que signe, tout n'est que symbole. Vivre au quotidien, c'est décrypter les messages que l'on reçoit de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, on est forcément dans l'herméneutique tout le temps. Donc, cette sensibilité au symbole est fondamentale. D'accord. Alors, un parrain honnête sait très bien qu'il y a plusieurs teintures en maçonnerie. D'abord des obédiences et surtout, dans la maçonnerie continentale, au moins 3 rites continentaux. Ce sont plutôt des rites qui sont très affamés de monisme, d'immanence, de présence du grand architecte de l'univers à l'intérieur du temple et non pas à l'extérieur du temple, un immanentisme qui est cette espèce d'émerveillement devant la réalité du monde et la sacralisation de ce monde et la divinisation de ce qu'il y a derrière. Mais fondamentalement, je pense qu'il y a là un côté un peu moniste qui les rejoint et qui les unit avec derrière des arrière-fonds intéressants. Il y a quand même beaucoup d'alchimie ou d'alchimisme derrière le rite écossais ancien accepté. Il y a beaucoup de chevalerie, se mettre au service de ce qui me dépasse. Il y a beaucoup de cabale, de kabbalisme, hein, où on retrouve toute l'évolution initiatique vers le vrai nom du divin, etc., etc. On met tout ça ensemble. On est plutôt dans une espèce de mystique moniste, le mot mystique étant à prendre bien sûr au sens le meilleur et pas mysticisme. D'accord. Alors si on devait un petit peu se resserrer dans la compréhension de ce qu'un profane peut découvrir, quelles seraient les valeurs qui rapprochent le plus les différentes obédiences, voire les différents rites, voire les différents maçons? Quelles sont les valeurs qui les rassemblent le mieux? Bah oui, c'est une question magnifique. Qu'est-ce que je dirais d'abord? La maçonnerie est un ordre avec un O majuscule.
C'est un ordre, ça veut dire que derrière ça, il y a une idée fondamentale, c'est que l'univers n'est pas un chaos. D'ailleurs, la devise du rite écossais accepté, c'est Ordo ab chaos, donc l'ordre à partir du chaos. Je pense que l'idée d'avoir un principe de cohérence et que nous, maçons, dans notre parcours initiatique, nous devons nous rapprocher de cette notion de cohérence qui fait que tout tient ensemble et que finalement, si on veut bien ouvrir les yeux, le monde qui nous entoure est quand même assez merveilleux globalement, avec des péripéties négatives genre coronavirus, mais bon. euh, bon, l'ordre. Deux, la notion de fraternité. Sur lequel moi je suis assez intransigeant. Je veux dire par là que la notion de fraternité, il faut jamais la confondre avec l'amitié, la camaraderie, le copinage. Pour moi, son frère, deux personnes qui ont le même père et la même mère. Et donc, il faut bien définir que la maçonnerie est porteuse d'une image d'un père collectif et d'une mère collective. Le père collectif, pour moi, dans mon cœur de maçon à moi, c'est le grand architecte de l'univers, et la mère collective, c'est l'initiation, avec un I majuscule. Et puis, derrière ça, il y a des tas de variantes, tout va bien. Mais au moins, on a le même père et on a la même mère. Ça, c'est la fraternité. La troisième valeur qui me paraît absolument essentielle, c'est la notion non pas de vérité, mais de sagesse. C'est-à-dire, et là je me réfère à la Sophia grecque, c'est comment faire pour construire une vie belle. Une vie belle avec moi-même, une vie belle avec les autres, une vie belle avec le monde qui m'entoure et une vie belle avec la transcendance qui donne sens à ce monde qui m'entoure. D'accord. On va terminer par l'épilogue. Et vous écrivez dans l'épilogue, je cite, « Se libérer, ce n'est pas chercher une porte de sortie, c'est trouver la porte d'entrée. » Et je me demande si, parce que la formule est très belle, si à la place de porte, on disait, le parrainage ne serait-il pas un sas vers la fraternité? Qu'est-ce que vous en Oh, ben pensez? j'en veux bien. Ah ben ça me va bien aussi. Ça me va bien aussi. Un sas, oui, mais un sas, ça veut bien dire qu'il y a un monde, il y a un entre-monde et puis un autre monde. Tout à fait. Et moi, je crois vraiment que là, on est au cœur de l'initiation maçonnique. C'est passé du monde profane, donc qui est devant le temple, hein, profanum en latin, et à rentrer dans le monde du sacré, c'est-à-dire de la sacralisation, du dépassement de soi, ça c'est très nietzschéen, d'aller au-delà de soi-même et d'aller à la rencontre fraternelle, le mot vient de vous, à la rencontre fraternelle de tout ce qui m'entoure et qui m'éblouit et qui m'enthousiasme et qui m'émerveille. Eh bien, Marc Alévi, merci pour ces informations. Nous attendons avec impatience la fin de la pandémie pour pouvoir lire votre ouvrage chez Dervy. Merci, Monsieur Carletto.